où nous allons parler des ONG, véritables acteurs du développement, et nous allons parler de leur création et de leur financement. Déjà, je vous souhaite tous les meilleurs vœux en ce début d'année et je souhaite vraiment que ce soit une année d'accomplissement dans votre vie. Tous les projets que vous avez dans votre tête, tous les projets que vous n'avez pas pu finir en 2016, tous les projets que vous avez, du moins tous les projets de 2016 que vous n'avez pas pu réaliser, que vous puissiez vraiment réaliser ces projets cette année 2017. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cas des ONG comme véritables acteurs du développement, de leur création et de leur financement. Pourquoi est-ce que je vais parler de cette notion aujourd'hui? Parce que comme je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos, que je me positionne comme acteur du développement déjà pour sensibiliser le maximum de personnes et former le maximum de leaders de qualité qu'il faut pour travailler au développement de nos pays africains, quoi. Et l'un des acteurs du développement que j'ai pu remarquer dans mon parcours, c'était les ONG. Et l'observation que j'ai pu faire des ONG, c'est que généralement, les ONG qui sont installées en Afrique, ce sont des ONG occidentales, ce sont des ONG européennes ou bien américaines qui sont installées et qui font un travail fantastique, c'est clair, qui font un travail fantastique. Mais je pense vraiment que lorsque tu es dans ta maison, c'est toi-même qui connais les problèmes de ta maison et c'est toi qui peux apporter des solutions efficaces et efficientes aux problèmes de ta maison, quoi. Bonjour Winnie, comment allez-vous? Donc, dans cette logique-là, j'ai décidé d'attirer le maximum de personnes, le maximum d'habitants de la maison de l'Afrique, s'il faut dire ça comme ça, pour qu'ils puissent eux aussi s'intéresser aux problèmes, aux véritables solutions pour apporter pour remédier aux problèmes de leur maison, si vous voulez, ou bien aux problèmes de leur continent. Alors, j'ai aussi remarqué que plusieurs personnes sont attirées par la vie en Europe, s'il faut dire ça comme ça, par le luxe de l'Europe, s'il faut les meilleures conditions de vie de l'Europe, sans pour autant poser un regard objectif sur ce qui se passe réellement. Si nous sommes attirés par la vie de l'Europe et tout le reste, c'est parce que eux aussi, ils ont mené le travail de fond qu'il fallait pour sécuriser la vie qu'il y a chez eux, quoi. Eux aussi, ils ont fait ce travail-là qui consiste à rendre l'espace vivable, à rendre l'espace attrayant. Et ce travail ne s'est pas seulement fait par les gouvernements, pas par le gouvernement ou bien par les dirigeants. Ce travail s'est également fait par ce qu'on appelle la société civile, les acteurs de la société civile. Et quand on parle d'acteurs de la société civile, on voit en grand plan les ONG. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais exactement vous présenter quel est l'apport des ONG dans le développement d'un pays, dans le développement d'un continent et comment est-ce que vous-même, vous pouvez vous positionner avec votre ONG pour transformer les choses dans votre pays ou bien dans votre localité, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Comme je l'ai dit dans l'une de mes communications hier sur ma page Facebook, je disais que en fait, cette formation, elle est destinée aux personnes qui font le coaching avec moi, mais parce que l'information doit être relayée à plusieurs personnes, j'ai décidé de partager ce moment avec vous et je vous prie de bien vouloir partager également la vidéo pour que le maximum de personnes puissent avoir connaissance de ce que nous allons dire dans cette formation. Et après cette vidéo live qui durera maximum 30 minutes, nous irons faire une vidéoconférence où nous allons recueillir les avis de tout un chacun et nous allons mettre sur pied des stratégies, quoi, des stratégies d'attaque si vous voulez, quoi. Donc, je vous prie vraiment de bien vouloir partager la vidéo au maximum de personnes et puis on va commencer. Donc, premièrement, comme je disais, le contexte dans lequel nous parlons d'un contexte de l'après-indépendance dans les pays africains où au moment de l'indépendance, la vie politique ou bien la vie économique était presque pas animée par les nationaux, quoi. Et maintenant, 50 ans après les indépendances ou bien 60 ans pour certains pays après les indépendances, on se rend compte que
Ça c'est une observation personnelle, quoi. Il y a eu des avancées, il y a eu des choses qui ont changé, c'est vrai, mais on n'a pas encore atteint le niveau qu'on aurait pu atteindre en tenant compte de toute la ressource humaine, toute la ressource humaine de qualité aussi, hein, parce qu'il faut pas le nier, les Africains sont très intelligents. Nous avons des gens qui sont super doués et qui font leurs preuves dans les pays européens, qui sont cooptés, qui sont gardés dans certaines entreprises du fait de leur connaissance, du fait de leur savoir-faire. Oui, les Africains sont intelligents. La matière première ne manque pas en ce qui concerne les ressources humaines aussi. Ça ne manque pas. Mais comment est-ce qu'on se rend compte que après 50 ans, les pays comme ce qui se passe en Afrique centrale, en ce moment où on est en train de mettre le sujet de la dévaluation sur la table, pourquoi est-ce qu'on se retrouve 50 ans après avec ces problèmes? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve 50 ans après avec les institutions publiques qui sont encore en train de dandiner? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve 50 ans après avec le taux de pauvreté encore très élevé, le taux d'analphabétisation encore très élevé, le manque d'accès aux services de première nécessité, aux soins médicaux et tous ces services de première nécessité, ça reste encore très très limité en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? Quelle est la responsabilité de tout un chacun? Quelle est la responsabilité de la société civile? Qui est même cette société civile? Comment faire pour se positionner dans cette société civile et être un vrai acteur du développement? J'ai aussi remarqué que plusieurs personnes, des étudiants, des enseignants, des formateurs, des cadres d'entreprises et tout le reste, d'entreprises publiques ou privées, ont un excellent bagage intellectuel, ont des connaissances qu'il faut, des connaissances très poussées qu'il faut, mais ces connaissances sont beaucoup plus théoriques, quoi, dans le sens théorique du genre, on va réciter que oui, les relations internationales sont les relations entre les États et tout le reste, les ONG font ceci, font cela et tout le reste. En cas de problème international, voilà comment est-ce qu'on résout ce problème et tout le reste. Oui, nous avons des solutions théoriques, mais sur le plan pratique même, nous nous rendons compte que plusieurs Africains sont absents. Et même lorsqu'ils tentent d'être présents sur la plateforme internationale, bien d'apporter des solutions, ils apportent des solutions qui ne sont pas habillées comme il faut. Je prends un exemple. Quand quelqu'un décide de parler, de toucher du doigt un problème politique ou un problème économique et que la personne ne se positionne pas comme personne morale, moi je pense que la personne est en train de faire un pas en avant, trois pas en arrière, parce que étant comme personne physique, juste personne physique, ta voix n'ira pas vraiment si loin que ça. Ce qu'il y a à faire, c'est de te positionner comme une personne morale. Et la personne morale à laquelle tu peux te positionner rapidement, c'est en tant qu'une ONG ou une association pour le développement. Alors, nous avons plusieurs exemples d'ONG comme ça qui ont émergé en Afrique, qui étaient des fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ONG africaines, hein. Il y a des ONG africaines aussi qui existent et qui font un travail remarquable en Afrique. Mais de plus en plus, on se rend compte que ce sont les ONG occidentales qui sont installées en Afrique. Nous avons le cas de Oxfam, nous avons le cas de Médecins sans frontières, nous avons nous avons plusieurs cas, vous connaissez les cas des ONG. Alors, d'où viennent les ONG? Qui crée même les ONG, quoi? Les ONG sont créées par des personnes comme vous et moi, des personnes qui, à un moment de leur vie, ont été observatrices, qui ont regardé que oui, voilà, à tel niveau, il se trouve tel problème, il y a des populations de tel pays qui rencontrent tel problème et qui n'ont pas de solution jusqu'ici et l'État n'arrive pas à apporter les solutions adéquates pour résoudre ce problème et ont créé des ONG, quoi. Je vais prendre des ONG avec lesquelles j'ai travaillé en Angleterre pour bien vous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit et comment est-ce que ça fonctionne, quoi. Alors, j'ai travaillé en Angleterre avec une ONG qui s'occupait surtout des droits des migrants, si vous voulez, en Angleterre. Ça s'appelle Migrant Organize. Alors, cette ONG-là, est là pour, du moins lorsque quelqu'un arrive en Angleterre et que la personne ne sait pas très bien où elle se trouve, comment est-ce que ça se passe, l'ONG te guide en te montrant, par exemple, quels sont tes droits, quels sont tes devoirs dans le pays, selon aussi
selon aussi le statut que tu as dans le pays, l'ONG va par exemple t'aider à avoir la carte de séjour s'il faut. Ça va t'aider aussi à avoir la carte pour travailler. Et l'un des projets dans lequel j'ai travaillé avec cette ONG qui m'a beaucoup touché et beaucoup interpellé, c'était un projet pour les migrants qui étaient en Angleterre et qui n'avaient pas le droit, du moins, qui n'avaient pas le droit de travailler normalement, mais qui avaient le droit de travailler comme des bénévoles, voilà, comme des bénévoles ou des volontaires. Mais parce que la législation est assez compliquée et qu'elle change régulièrement, les employeurs, très souvent, ne veulent pas employer ce genre de personnes, même pour des travaux de bénévolat. Alors, c'était souvent très difficile pour les personnes qui étaient dans cette situation-là parce qu'elles n'arrivaient pas à subvenir à leurs besoins, elles n'arrivaient pas à utiliser leur temps à façon profitable et se voyaient toujours repoussées par les employeurs. Alors, parce qu'il y avait ce problème-là, l'ONG a conçu un projet où il fallait adresser cette préoccupation au gouvernement et leur proposer une solution adéquate et efficace, quoi. Alors, la solution qui a été proposée, c'était de concevoir des cartes de bénévolat, qui sont signées par le Home Office, quoi. Alors, toute personne détenant cette carte de bénévolat-là pouvait prouver à son employeur, à son potentiel employeur, qu'elle avait le droit de travailler comme bénévole, quoi. Et cela a profité à plusieurs personnes. Vous voyez par exemple quelqu'un qui n'a pas le droit de travailler en principe et qui se retrouve en Angleterre peut-être sans famille, puis il se retrouve juste comme ça et ne peut pas subvenir à ses besoins, mais a peut-être des compétences, a des capacités qu'elle aimerait utiliser, au moins pour utiliser son temps à bon escient, quoi. Et cette personne n'arrive pas à le faire parce que ses droits ne sont pas reconnus par les employeurs. Alors voilà comment est-ce que la vie de cette personne change du jour au lendemain, tout simplement parce qu'il y a une ONG, il y a un groupe de personnes qui se sont assis pour trouver la solution qu'il fallait et que ce groupe de personnes a adressé la solution comme il fallait aussi au gouvernement et que le gouvernement aussi répondu favorablement. Et voilà comment est-ce que plusieurs personnes ont au moins utilisé la période de temps où il faut régler les problèmes administratifs liés à l'immigration pour utiliser cette période de temps à travailler comme bénévole, acquérir de l'expérience professionnelle, acquérir, parce que quand on travaille aussi comme bénévole en Angleterre, il faut le dire, c'est pas gratuit, c'est pas bénévole que c'est gratuit. Vous avez au moins des frais d'entretien journalier, des frais de transport. Et pour quelqu'un qui sait très bien économiser, ces frais-là peuvent te permettre de tenir, quoi. Peuvent te permettre de tenir. Alors voilà un peu comment est-ce que nous avons travaillé à changer les conditions de vie de certaines personnes, quoi. Un autre exemple que j'ai vu, c'était une ONG qui s'occupait plutôt des enfants, vous voyez, des enfants et de leurs parents, dans la mesure où il y a certains, comme j'ai parlé des statuts, quoi, ça dépend des statuts, il y a certaines personnes qui n'ont pas le droit peut-être aux allocations ou bien à tout ce que l'État peut donner quand on se retrouve dans certaines situations. Alors ces ONG-là apportent des solutions efficaces en termes de logement, en termes de nutrition pour certains enfants et pour leur famille, quoi, selon leur statut dans le pays. Alors voilà un peu comment est-ce que les ONG travaillent en Angleterre et font un travail remarquable. On a aussi vu des ONG qui sont justement là pour concevoir des stratégies d'attaque pour résoudre les problèmes de pauvreté dans les pays en voie de développement et qui sont installés en Angleterre. Par exemple, l'ONG que j'ai eu à mettre sur pied avec un groupe d'amis, qui consiste à aider l'éducation, qui apporte des solutions pour aider l'éducation de la jeune fille en Afrique, pour aider la jeune fille à être financièrement autonome et pouvoir travailler dans n'importe quelle circonstance, quoi. Donc, il y a vraiment il y a du travail à faire. Il y a des ONG qui font déjà un travail remarquable et on peut s'appuyer sur ces ONG-là pour aller de l'avant et surtout en Afrique. Ici, je parle plus de l'Afrique parce que en Europe, le travail a déjà été fait à moitié, s'il faut le dire comme ça. Et c'est en Afrique que les choses n'ont pas encore vraiment démarré, à mon sens. Alors, qu'est-ce qui bloque souvent les gens? Ce qui bloque souvent les gens, c'est généralement le manque de connaissances appropriées.
Très souvent, les gens ne sont pas avertis ou bien ne savent même pas qu'ils peuvent utiliser cette stratégie-là pour répondre à des problèmes de développement. Ce qui bloque aussi, c'est le manque d'initiative, quoi. Les ONG qui sont installées en Afrique ou bien les associations qui sont créées par des Africains, généralement se limitent juste à apporter des solutions, des solutions ponctuelles. Par exemple, vous allez voir des ONG qui se positionnent pour aider les enfants de la rue. Je prends un exemple, ça peut être n'importe quoi. Pour aider les enfants de la rue. Alors, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont rencontrer ces enfants de la rue le jour de Noël, le jour de Nouvel An, le jour de la fête de l'enfant, ou bien le jour de la fête de la femme, ou le jour des fêtes, quoi. Et qu'est-ce qu'elles apportent? Elles apportent à manger, elles apportent des vêtements, des chaussures et tout le reste. Bon, c'est très bien d'apporter les vêtements, les chaussures et tout le reste, mais sincèrement, de vous à moi, est-ce que ces vêtements-là peuvent aider à résoudre les problèmes des enfants à long terme? Est-ce que ces vêtements ou bien ces chaussures que vous leur apportez aujourd'hui peuvent les aider eux-mêmes à s'autofinancer à court ou à moyen terme? La réponse, c'est tout simplement non. Et pourquoi est-ce que vous-même, en tant qu'ONG ou en tant qu'association, vous n'évoluez pas? Vous n'évoluez pas avec des projets, premièrement parce que vous ne connaissez pas que vous devez entreprendre des projets. Deuxièmement, parce que vous ne connaissez pas comment est-ce que vous allez faire pour financer vos projets, parce que, voilà quoi. Et aujourd'hui, nous sommes là pour essayer de répondre à ce problème, d'apporter des solutions efficaces pour propulser les ONG qui sont installées en Afrique ou bien qui aimeraient se centrer sur le développement en Afrique, le développement africain, quoi. Un autre obstacle qui bloque généralement les gens, c'est ce que j'appelle le mindset, la façon de penser, quoi. Parce que très souvent, on se dit, voilà, on va tout attendre de l'Europe, on va tout attendre des Européens, c'est eux qui doivent venir faire ceci ou cela. Et nous-mêmes, peut-être, nous sommes trop petits pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir évaluer, mettre sur pied des projets. Mais je dis, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est bien différent, quoi. Et aussi, les gens aussi sont bloqués comme ça parce qu'ils se disent comment est-ce qu'on va faire pour financer les projets. Donc aujourd'hui, je vais apporter des réponses à toutes ces questions-là. La première réponse à laquelle j'aimerais apporter des éléments, c'est au niveau du plan, du régime juridique, quoi, des ONG, pour dire que les ONG ont un statut particulier en ce qui concerne l'imposition, en ce qui concerne les taxes. Les ONG bénéficient généralement, je dis généralement, mais pas toujours automatiquement, de l'exonération fiscale. Mais pas à tous les niveaux, quoi. Il y a et aussi, ça dépend des pays dans lesquels vous travaillez. En Angleterre, par exemple, l'exonération, elle est automatique. En France, par contre, c'est pas automatique. Les Français et l'argent. En France, par contre, c'est pas automatique, quoi. Il y a l'impôt sur le patrimoine qui reste toujours valable en ce qui concerne les ONG, et aussi l'impôt local en ce qui concerne le logement et tout. Bon, en Angleterre, peut-être aussi, vous aurez ça, l'impôt local, c'est-à-dire que le council tax, vous aurez à payer ça, peut-être. Mais bon, généralement, les sources de financement, les sources de financement de l'ONG peuvent régler ça, quoi. C'est pas un problème. Donc, on a ce statut juridique assez privilégié. Vous pouvez créer une ONG, vous pouvez du moins enregistrer votre entreprise ou bien, je sais pas, votre entité comme une ONG et pratiquer une activité à but générateur de revenus, si vous voulez. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous pouvez créer une ONG et avoir des activités de vente parallèlement, ou bien avoir des activités qui vous permettent d'avoir des entrées d'argent pour financer vos projets. Nous avons par exemple le cas de Oxfam. Oxfam, en principe, leur source de financement vient des dons et aussi des activités de vente qu'ils font. Ils vendent par exemple des cartes postales, ils vendent aussi des vêtements, ils ont des boutiques de charité comme ça qu'ils utilisent pour avoir des sources de financement, quoi. Donc, dans l'ONG, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez toujours tendre la main ou bien vous allez toujours recevoir la main des bailleurs de fonds, mais vous pouvez aussi avoir des activités générateurs de revenus selon le domaine dans lequel vous êtes, selon le domaine dans lequel vous vous engagez. Alors, maintenant, ce qui concerne le financement même, le financement proprement dit,
Les apports sont de deux genres. Nous avons l'apport privé et nous avons l'apport public. En ce qui concerne l'apport privé, il s'agit des dons qui viennent des citoyens, des entreprises, des fondations. Il s'agit aussi des activités de vente que vous pouvez avoir dans votre ONG. Mais nous allons beaucoup plus nous intéresser des apports publics parce que si une ONG est installée en Afrique, nécessairement les citoyens n'ont pas assez d'argent pour financer cette ONG-là. Et il faudra trouver une autre source de financement sûre pour les projets que vous pouvez engager. Donc, premièrement, au niveau étatique, c'est un État étatique ont des fonds qu'ils allouent pour les projets des ONG, mais ce n'est pas toujours automatique. Hein. Nous avons aussi au niveau des institutions fédérales ou bien des institutions communautaires, par exemple l'Union européenne qui finance énormément les projets des ONG, l'Union européenne, la Banque africaine de développement, l'ONU Femmes et tout le reste. Quoi. Et ici, je vais parler de l'ONU Femmes et de l'ONU pour dire que depuis 2015, l'ONU a lancé un vaste programme de financement des projets qui touchent à l'autonomisation de la femme. Et ici, j'interpelle les femmes qui sont là, de toutes les façons, sont les femmes qui sont en train de m'écouter. Donc, l'ONU a lancé ce vaste programme où il finance les projets qui visent à rendre la femme financièrement indépendante. Donc, si vous avez une ONG, par exemple, et que vous faites un projet où vous allez aider les femmes à être financièrement indépendantes, vous allez leur apprendre un métier, vous allez leur apprendre à gérer leurs finances, vous allez les motiver à pouvoir créer une entreprise ou bien créer une activité, et que peut-être vous n'avez pas les moyens qu'il faut pour atteindre vos objectifs, vous pouvez déposer votre projet auprès des institutions de l'ONU, des institutions agréées, et l'ONU va vous financer votre projet. Et comme autre institution que j'aimerais vraiment vous présenter ici, c'est les ambassades qui sont installées dans vos pays, quoi. Nous avons par exemple l'ambassade de l'Angleterre qui est installée dans plusieurs pays, qui finance énormément les projets qui sont dans ces pays-là. Si vous allez par exemple dans le site de l'ambassade, bonjour Daniel, comment vas-tu? Vous allez aller par exemple dans le site de l'ambassade des Royaumes-Unis installés dans votre pays en Afrique, soit au Cameroun, au Ghana, au Nigeria, généralement ces pays-là, vous allez vous rendre compte que ils ont des fonds qui sont alloués pour les projets initiés par les ONG ou bien par des associations, mais ces projets-là doivent aller en droite ligne avec leur plan de développement. Par exemple, nous savons tous que l'Angleterre agit énormément dans l'éducation, quoi. Donc, si vous avez un projet qui concerne l'éducation ou bien la santé comme ça, eux, facilement, ils peuvent vous financer votre projet. Ça, c'est en ce qui concerne les ambassades dans votre pays. Mais l'Angleterre en elle-même, c'est-à-dire c'est un pays formidable, j'aime trop l'Angleterre. L'Angleterre en elle-même finance les projets des ONG, quel que soit l'endroit dans le monde où vous vous trouvez et que vous voulez travailler avec certains pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils font des appels d'offres, quoi. Et de plus en plus, et aussi, je fais cette parenthèse pour dire que s'il y a 5 ans, c'était les ONG qui allaient vers les bailleurs de fonds, qui allaient toujours tendre la main pour demander de l'argent. Les choses ont changé aujourd'hui. Les ONG aussi répondent au principe d'appel d'offres, quoi. Donc, les institutions, les bailleurs de fonds, les investisseurs font des appels d'offres sur des projets précis et attendent alors le retour des ONG qui se positionnent pour dire que oui, nous remplissons les critères qu'il faut, nous voulons ce contrat, nous voulons travailler pour cette offre, quoi. Donc, l'Angleterre aussi fait ça. Hier encore, j'étais sur leur site, le site du gouvernement, pour voir tous les projets où ils interpellent les ONG pour réaliser ces projets-là, quoi. Donc, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, quel que soit le pays dans lequel l'ONG est enregistrée, tout ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir travailler dans les pays où les fonds ont été alloués pour certains projets. Je prends un exemple. Par exemple, ils ont des projets pour connecter les écoles ou bien les écoles
anglaises et les écoles africaines ou bien les écoles des pays en voie de développement. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des fonds qui sont alloués pour eux, pour cette connexion-là. Ils interpellent alors les ONG pour aider, parce que très souvent, une école anglaise ne sait pas comment est-ce qu'elle va faire pour se connecter avec une école qui est au Cameroun, par exemple. Alors, elle a besoin d'un maillon qui va les mettre ensemble, quoi. Et ce maillon-là doit répondre à certains critères. Des fois, ça peut être une ONG, des fois, ça peut être une entreprise à but lucratif et tout le reste. Donc, si vous correspondez aux critères, vous posez votre candidature et si tout se passe bien, vous avez les fonds qu'il faut pour mener à bien ce projet. Nous avons aussi les projets, hier encore je voyais ça, les projets en ce qui concerne la santé, quoi, dans les pays en voie de développement, qui sont les pays éligibles. J'ai vu plein de pays éligibles en Afrique, mais je n'ai pas vu le Cameroun, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a plusieurs appels d'offres comme ça où le Cameroun n'est pas listé comme pays éligible. Je ne sais pas pourquoi, il faut que je m'intéresse vraiment à ça pour trouver une solution par rapport à ça. Mais il y a plusieurs pays qui étaient éligibles comme le Gabon, le Congo, le Rwanda, le Ghana, le Nigeria et tout le reste. Alors si vous êtes une entreprise ou une ONG, quel que soit l'endroit où vous êtes implanté et que vous voulez justement répondre à cet appel d'offres-là, il vous faut concevoir un projet en relation peut-être avec aussi, ou bien vous mettre en partenariat avec une ONG installée dans ces pays-là et vous travaillez ensemble, vous postulez pour avoir le financement du gouvernement anglais pour pouvoir répondre à ce projet-là. Il y a des gouvernements comme ça, le gouvernement français aussi, qui finance certains projets dans la francophonie. Et ça se passe plutôt bien pour les entreprises qui se positionnent pour répondre à ces projets-là. Alors, vous allez vous poser la question de savoir, est-ce qu'on travaille juste comme des bénévoles ou bien on a un salaire? Je vais dire que s'il y a 5 ans, on connaissait les ONG comme les spécialistes de bénévolat, je dis aujourd'hui, les choses ont énormément changé parce que, comme je vous ai dit dès le départ, les ONG font partie intégrante de la lutte pour le développement. Et dans ce sens-là, on ne pourrait avoir une main-d'œuvre qu'on ne paye pas, quoi. Donc, les ONG se sont positionnés et payent leurs travailleurs, payent tous leurs travailleurs, quoi, et les payent comme ça se doit. Donc, lorsque vous concevez votre projet, vous devez également mettre la grille salariale où vous payez vos employeurs, quoi. Et tout cela, vous allez présenter à vos investisseurs. Et est-ce que, vous allez aussi vous poser la question de savoir, est-ce que on travaille juste, bonjour Marguerite et merci pour tes cœurs. Est-ce qu'on travaille juste comme ça, à notre guise et comme on veut, sans mécanisme de contrôle? Je dis non, il y a un mécanisme de contrôle. Vous devez répondre au principe de la redevabilité et de la transparence. Vous devez rendre compte à vos bailleurs de fonds, vous devez rendre compte aussi à vos donateurs, vous devez rendre compte aux entreprises qui investissent dans vos projets. Et cela n'est pas très difficile si vous engagez par exemple un comptable et que vous menez une comptabilité transparente. Puisque lorsqu'on crée une ONG, en principe, c'est pour répondre à un problème de la société et c'est pour apporter sa pierre pour le développement d'un pays. Alors, voilà un peu présenté rapidement. Je ne peux pas en 30 minutes, je n'ai pas la prétention en 30 minutes de vous dire tout ce qu'il faut pour une ONG. Mais au moins, ce que vous devez retenir, c'est que si vous voulez créer une ONG, ça se fait en moins de 30 minutes en Angleterre et c'est même gratuit en Angleterre. Quel que soit le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez créer une ONG. Alors, quand vous créez une ONG, s'il vous plaît, ne créez pas une ONG parce que vous voulez donner à manger aux gens ou bien donner les chaussures ou les habits aux gens. Mais créez une ONG. Vous pouvez très bien faire tout ça, hein, mais vous créez une ONG parce que vous voulez apporter des solutions concrètes à des problèmes cruciaux de la société et qui sont liés au développement. Créez des ONG qui vont concevoir des projets pour le développement, des projets qui seront financés par des bailleurs de fonds. Créer des ONG qui vont se positionner pour être en contrepoids au pouvoir public. Comme je prenais l'exemple de Médecins sans frontières aussi,
et de Amnesty International, qui sont des ONG qui sont très réputées. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces ONG-là? Alors, elles sont installées en Europe et un peu partout. Ce sont des Européens qui les ont de toutes les façons. Elles sont installées un peu partout dans le monde entier. Elles bénéficient aussi de l'autonomie financière parce que généralement, leurs fonds viennent de la générosité du public et des activités aussi qu'elles mènent. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles constituent aussi un contrepoids au pouvoir public. Lorsqu'il y a une catastrophe, par exemple, prenons le cas du tsunami qu'il y avait eu il y a quelques années, les ONG vont, par exemple, faire la publicité sur les médias pour montrer à l'attention du public ce qui est en train de se passer dans un pays. Alors, cette médiatisation de leur action joue un double rôle. Le premier rôle, c'est d'attirer l'attention du public pour collecter les fonds. Le deuxième rôle est d'interpeller les pouvoirs publics de mener une action, de prendre des décisions efficaces et efficientes pour résoudre ce problème rapidement dans des délais très, très limités. Alors, je parle de ça parce que je vais faire référence à ce qui s'est passé au Cameroun dernièrement avec l'accident de train. Lorsqu'il y a eu cet accident de train, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte que c'est tout le monde qui mettait des photos des personnes qui étaient mortes dans les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui critiquait. Mais lorsque j'ai observé avec un regard observateur, je n'ai pas vraiment vu des ONG qui se sont positionnées pour apporter des solutions à long terme à ce problème. Pourquoi? Parce que les Camerounais n'ont pas encore compris que pour aider un pays à se développer, pour propulser un développement, il faut que la société civile soit active. Il ne faut pas juste que tu te places derrière ton téléphone ou bien du haut de ton balcon et tu commences à critiquer le président de ton pays ou bien critiquer l'administration de ton pays. Mais il faut également être un contrepoids, quoi. Si vous profitez des meilleures conditions de vie dans lesquelles vous êtes, quand vous vivez en Europe, c'est justement parce qu'il y a ce contrepoids. Si vos droits sont bafoués, qu'on fasse un peu l'erreur de bafouer vos droits en Europe aujourd'hui, il suffit juste que vous alliez dans l'ONG de préservation des droits de l'homme la plus proche pour que vos droits soient rétablis à la seconde qui suit. Et pourquoi est-ce que le même principe ne s'applique pas dans nos pays en voie de développement? Pourquoi le même principe ne s'applique pas? Moi, je passe l'information. Hein. Vous ne direz pas que je ne fais rien. Je fais également quelque chose. Je passe l'information, je sensibilise les gens. Et moi aussi, j'agis avec mes ONG en passant. Donc, si vraiment, l'idée vraiment à retenir ici, c'est que on a besoin des ONG pour le développement de notre pays, de nos pays. On a besoin des ONG, on a besoin de la société civile, on a besoin des leaders de qualité qui répondent à des problèmes avec des solutions pratiques. On a besoin des ONG pour aider le maximum d'enfants à avoir les soins de santé qu'il faut. On a besoin des ONG pour aider à la création des écoles. Parce que oui, aussi, les ONG peuvent participer pour créer le maximum d'écoles. Vous avez, par exemple, vous pouvez avoir comme projet la construction des écoles dans votre village et vous cherchez les investisseurs qui vont financer ces projets-là. Vous pouvez avoir pour projet la construction des bibliothèques dans votre localité et vous cherchez les ONG qui vont financer ces projets-là. Ne vous contentez pas toujours à réfléchir comment vous allez donner à manger ou bien des vêtements aux populations. Ça, c'est répondre à un problème ponctuel. Et on dit toujours, il est préférable d'apprendre à pêcher au lieu de donner du poisson à la personne qui demande à manger, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu rapidement, je pense, ce qu'il faut savoir pour les ONG. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais donner quelques minutes pour répondre à vos questions. Et ensuite, je vais me retrouver en vidéoconférence avec le groupe de coaching, les personnes qui font le coaching avec moi. Donc, rapidement, je vais attendre pour voir s'il y a des questions. Et en attendant, je vais me connecter pour la vidéoconférence. Donc, nous avons Winnie qui est là. Bernadette aussi, Leslie, Véro, Josie, Daniel, Marguerite. Et ceux que je ne connais pas, que je ne peux pas voir aussi. Je vous remercie pour votre attention. De toutes les façons,
Alors, il faut quoi pour la création d'une ONG? Généralement, en Angleterre, en ce qui concerne l'Angleterre, pour créer une ONG, vous avez besoin d'une équipe. Vous avez besoin de minimum 3 personnes pour créer l'ONG. Et vous allez contacter Company House pour créer votre ONG. Et ça prend minimum 30 minutes, comme j'ai dit, quoi. Minimum 30 minutes pour enregistrer votre ONG. Et après l'enregistrement à Company House, vous pouvez aussi enregistrer à HMRC, juste pour déclarer votre existence, pas nécessairement pour payer les taxes, pour déclarer que vous existez. Et vous allez remplir les documents qu'il faut pour être exonéré des taxes, quoi. Et aussi, vous devez vous enregistrer pour avoir les subventions de l'État, parce que l'État octroie des subventions, l'État anglais de toutes les façons octroie des subventions aux ONG chaque année. Marc, as-tu le lien du gouvernement UK avec la liste des projets à financer? Oui, j'ai tout ce qu'il faut à ce niveau. J'ai tout ce qu'il faut à ce niveau. C'est très facile de trouver même de toutes les façons. Et aussi, je vais rapidement donner cette information à tous ceux-là qui ont des projets qui sont en Afrique, les jeunes entrepreneurs qui ont des idées géniales et qui ne savent pas comment faire. S'il vous plaît, allez tout le temps sur le site du gouvernement anglais. Ils ont des projets vraiment fantastiques, quoi, des financements fantastiques pour les entrepreneurs. Vous ne pouvez pas être entrepreneur et vous galérer avec l'Angleterre à côté de vous. C'est impossible. Parce que chaque année, le gouvernement anglais finance les projets des jeunes entrepreneurs, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez et quel que soit, du moins, le projet même que vous avez. Si le projet aide au développement de votre pays, il finance votre projet. Alors, si vous avez aussi un projet et que vous voulez peut-être vous installer en Angleterre et que votre projet peut profiter au gouvernement anglais, ils vont financer votre projet, ils vont vous faire tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous installer en Angleterre, ils vont même vous offrir des bureaux, vous offrir des fonds d'installation et tout le reste, ils vont vous aider à faire tout cela. Et aussi avec le Brexit qu'il y a eu, le gouvernement anglais est beaucoup plus engagé pour les projets de ce genre, les projets de développement, les projets avec les entrepreneurs. Donc généralement ce qu'il vous faut c'est avoir une équipe de travail et avoir un projet bancable, le projet qu'il faut, et le tour est joué. Ils seront même là pour vous supplier, en quelque sorte, vous supplier pour travailler avec vous. Donc, en fait, vraiment changer sa mentalité, ne pas avoir peur, faire ce que les autres ne font pas. Aller au-delà de ce que les gens font, aller au-delà de ce que le monde vous présente. Il y a les opportunités qui existent. Il y a tellement d'opportunités. Ça dépend de vous, ça dépend de votre ouverture d'esprit et votre capacité à travailler sur les projets. Donc, je pense que nous avons fini. Nous allons nous retrouver en vidéoconférence. Je vous remercie vraiment pour votre attention et très bonne journée à vous. Ça fait déjà 30 minutes, plus de 30 minutes même. Au revoir.